La littérature pour la jeunesse. Dans ce que vous écrivez, est-ce qu'il y a vraiment un mur comme ça entre les... J'irai voir, hein, je n'ai rien lu de ce que vous avez écrit pour les ados. J'ai été bibliothécaire dans le temps, et donc j'irai voir, mais voilà. Et quels sont les thèmes que vous abordez alors dans ces romans pour la jeunesse? Non, il n'y a aucun mur. Moi, je dis toujours, quand on écrit aux gens, y compris pour les jeunes, on s'adresse à des gens, on ne parle pas des singes. Et quand j'écris un livre dit pour adultes, ou s'il est dit pour adolescents, c'est simplement parce que le narrateur, il a 15 ans. L'histoire dont je parlais tout à l'heure sur les violences conjugales, c'est l'histoire des violences conjugales. Mais lorsqu'il a fallu trouver une porte d'entrée pour écrire ce texte, je me suis dit que je vais écrire ce texte avec le regard d'une jeune fille, d'Élodie, qui a 14 ou 15 ans, et qui parle de sa mère, et à travers le filtre de l'album photo de sa grand-mère. C'est-à-dire que, parce que sa grand-mère, elle s'aperçoit qu'elle a arraché quelques photos du courant de la vie, et ça permet. Mais voilà, c'est une entrée, mais l'histoire, c'est l'histoire des femmes battues. Hein. Alors, c'est classé dans une collection pour adolescents, et encore que les éditeurs étaient très très réticents au fait que j'écrive ce texte. Quand j'avais demandé à 3 éditeurs, j'ai envie d'écrire ça, personne ne m'a encouragé à le faire. Personne. Et je l'ai fait quand même, alors que lorsque j'ai demandé à la même éditrice, j'ai dit, je vais écrire un livre sur le foot, sur des jeunes joueurs africains, elle me dit, vas-y, fais-le. Oui. Alors effectivement, et en plus c'est un livre qui a bien marché sur le foot, mais voilà, il n'y a pas de... Et le livre sur le foot, par exemple, sur le trafic des jeunes joueurs africains, d'Afrique noire, ben, c'est un texte qui peut être lu par quelqu'un qui a 70 ans. Voilà. Moi je ne fais pas, alors il y a une différence qui se fait à certains endroits, mais au moment d'écrire, c'est la même écriture. Et cette semaine j'étais au lycée, là, dans les 2 lycées, l'écriture qui est proposée aux élèves est une écriture un peu difficile. Mais il n'y a pas de concession. C'est le livre qui parle du foot, ça commence comme ça dit taper dans un ballon, c'est ce que Dieu nous a appris de mieux, on lui a bien rendu en sueur, en prière, mais ça ne suffit pas. Alors le type qui n'aime pas lire, déjà là, il arrête tout de suite. Par contre, si on lui met moi le foot, je kiffe à mort sur la vie de ma mère, Benzema c'est de la balle, là, voilà. Ah oui, il est bien ce bouquin, prends-le. Voilà. Non, l'écriture c'est pour tous les gens, donc on ne va pas singer les uns pour les attirer. Et les thèmes, vous parliez de thèmes, donc j'en ai donné 2 ou 3. Il y a pas mal de livres sur la Seconde Guerre mondiale, sur des faits réels. Là j'ai sorti cette année, il y a quelques semaines, un livre sur les jeunes réunionnais de la Creuse. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement, c'est à l'époque Michel Debré, futur Premier ministre, qui venait d'être battu donc, aux élections dans l'Indre-et-Loire, donc s'est retrouvé député de l'île de la Réunion, et pour bien faire, pour des raisons, il fait venir 1630 jeunes réunionnais pour repeupler la Creuse, le Gers, le Lot, le Cantal. Donc, voilà. Et il y a un gros contingent de ces garçons et filles se sont retrouvés dans la Creuse, à Guéret, et puis ensuite dans les fermes, au plateau des Mille Vaches, etc. Donc voilà, donc je parle de cette histoire-là à travers le... Et là, la gamine qui est la partenaire de Cornélien, qui est le narrateur, elle a 10 ou 12 ans, donc c'est un livre chez les adolescents. Mais l'histoire, c'est l'histoire des Réunionnais de la Creuse, telle que peut le lire quelqu'un qui connaît un peu l'histoire ou pas, quoi. À ce propos, est-ce que vous avez, Brahim, est-ce que vous avez été tenté par l'écriture pour la jeunesse, ou est-ce que vous considérez aussi qu'il n'y a pas nécessairement de frontières? Alors, c'est pas dans mes projets. En revanche, je pense que ce ne sont pas les mêmes problématiques quand même. Je pense qu'il y a un niveau d'abstraction, il y a des problèmes philosophico-existentiels qui sont propres à l'âge adulte. Je crois qu'il y a un rapport à la mort et aux autres qui est différent quand on est adulte que quand on est adolescent. Je crois qu'on n'a pas les mêmes réflexions. On peut se retrouver dans quelque chose d'assez... je dis pas que les âges ne se retrouvent pas, hein, mais je crois que c'est pas... On ne pense pas aux mêmes choses, et même quand on achète un livre en étant adulte, je crois qu'on ne cherche pas la même chose chez un auteur
que quand on est adolescent. Moi, je me souviens très bien des problèmes existentiels ou des réflexions que j'avais ou de ma place dans le monde quand j'étais adolescent, ou même à 20 ans, où ça n'a rien à voir avec ce que je peux envisager de la vie ou imaginer de la vie ou concevoir de la vie aujourd'hui. Et je ne vais pas chercher... Alors évidemment, il y a le fait que j'écrive aussi, donc je vais chercher des choses bien précises chez certains auteurs, mais si je m'imagine, si tant est que ce soit possible, mais si je m'imagine lecteur à part entière ou exclusivement lecteur, je ne vais pas chercher la même chose aujourd'hui qu'à 18 ans. Donc je dis c'est ça. Un même livre peut avoir plusieurs niveaux de lecture. On n'a pas la même lecture à 14 ans qu'à 50 ans ou à 70 ans, mais c'est pas gênant ça. Oui, non, c'est pas gênant. Je pense néanmoins que j'écrirai différemment. Je pense pas que c'est pas dans mes projets, mais je pense que j'écrirai différemment. Même s'il s'agit de la même problématique, je pense qu'il y aurait... je pense que le traitement serait différent. Oui, je pense à... quand j'ai dit si tant est que ce soit possible, depuis que j'écris, et même avant d'ailleurs, parce que toutes mes lectures, finalement, je me rends compte qu'elles étaient... elles portaient mon écriture à venir. Non, je lis en décortiquant. Je pense que je lis pour écrire. Voilà. Je lis beaucoup pour écrire. Et je pense que quand on n'est pas dans cette démarche d'écriture, on lit autrement. C'est ça. Mon rapport à la lecture, c'est tout de suite... c'est un regard porté sur l'écriture. Et je ne dis pas que évidemment les lecteurs sont sensibles au style, mais c'est au-delà de la sensibilité au style, c'est une question de construction, c'est ah oui d'accord, ça me donne une idée. Voilà, il y a ça, ça me donne une idée. J'ai un sujet ou j'ai un thème et je ne sais pas comment le traiter. Ah oui, c'est comme ça qu'il a fait. Je vais utiliser cette idée-là pour aussi traiter le sujet qui me taraude depuis un moment. Donc il y a toujours cette projection dans l'écriture. Elle est pas. Je crois que je fais jamais de lecture simple, pure, exclusive. Enfin, moi, je lis beaucoup de livres, hein, mais par exemple sur les textes dont je parlais, sur les réunionnais de la Creuse, sur le trafic des footballeurs ou les femmes battues, il y a beaucoup plus de lecture de renseignements, enfin, de journalistique. Donc c'est pas une lecture comme ça que j'appelle moi la lecture de loisir. Et ma lecture de loisir, en fait, c'est la poésie. Autour de ma tête, j'ai quelques personnes comme Philippe Jacotet ou Charles Julier ou d'autres, à tel point j'ai marqué une phrase dans mon carnet, puis je croyais que je l'avais inventée, puis je suis même plus sûr maintenant. Alors, non, je vous la dis, mais parce que des fois ça mélange. Alors, elle est bien si c'est pour moi. Pour avoir une meilleure vie, je me suis couché là. Et puis du coup, j'avais un peu des doutes, j'ai mis Éluard au cas où, mais je vais aller vérifier. Voilà. Parce que des fois c'est dangereux. Parce que des fois il y a des types qui écrivent des chansons, qui disent ah ben oui, ça ressemble, il y a 45 pages qui sont pareils que lui. Voilà, donc la poésie c'est vraiment le... D'ailleurs j'avais écrit des poèmes lorsque j'étais en 6e, lorsque j'avais 10-12 ans, et après, et il y a un texte que j'avais écrit lorsque j'avais donc cet âge-là, 10-12 ans, dont il me reste simplement ces deux petites phrases qui disaient la poésie c'est le réflexe qui me colle à la peau, c'est l'accent circonflexe qui me sert de chapeau. Donc c'est vraiment c'est toujours aller à la poésie, toujours. Alors il y a des poésies redoutables et il y a un autre petit texte que j'ai écrit l'autre jour, mais c'est le lien parce que je n'avais pas pensé. J'étais dans la 7, je suis allé voir Georges Brassens et je voulais voir Paul Valéry au cimetière marin. Et au cimetière marin, donc on rentre comme ça par une porte et puis il y a une flèche, c'est marqué tombe de Paul Valéry et il y a un banc en plus, il a droit à un banc. Brassens n'a pas le droit à un banc, il a droit à un faux parasol là comme ça. Et donc je passe, donc je rentre comme ça, je passe et puis il y a une tombe qui est là sur le passage sur la gauche et puis il y a une phrase où c'est marqué les poètes ne meurent jamais.
Donc je reviens, et je vois c'est marqué Jean Cocteau en dessous. Et en arrivant là, puis là je vois, mais qui c'est ce type qui est mort, là, qui est là? Et je vois Henri Colpi. Et Henri Colpi, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui. Une si longue absence, 3 petites notes de musique qui plient. Et donc c'est lui qui a écrit la chanson de ce film, qu'il a réalisé sur un scénario de Marguerite Duras. Voilà, donc en allant voir Paul Valéry, du coup Paul Valéry je l'ai laissé tomber, je suis resté avec Colpi, et donc j'ai fait ce petit texte qui parle des 3 petites notes de musique. Et voilà, donc la poésie c'est ça, c'est le réflexe effectivement, on parle, mais pourquoi il a écrit ça, pof? Et d'ailleurs je trouvais ça injuste, les poètes ne meurent jamais, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que les autres c'est des glandeux, ils meurent, donc c'est pas, je trouvais que c'était pas sympa comme phrase. Mais ça c'est pas moi qui l'ai, c'est Jean Cocteau. Hein. Vous parlez tout à l'heure tous les deux de transmission, moi je voudrais savoir quel est votre rapport à la langue arabe. J'en parle dans mon deuxième livre, je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi. Mon rapport à la langue arabe, problématique je dirais, si je devais utiliser vraiment un adjectif là comme ça tout de suite. Je sais lire l'arabe, je sais l'arabe littéraire, je sais le parler avec... Je ne le pratique pas, c'est quelque chose que j'ai appris à l'école pendant pas mal d'années, mais ce n'est pas quelque chose que je pratique, et ça me frustre beaucoup, c'est d'où le rapport problématique, et c'est un réel problème pour les Algériens, en tout cas je parle de l'Algérie. L'arabe est très problématique en Algérie, je trouve. Et c'est évidemment dommage, et je pense que de là découle tout un tas de questions autour de l'identité, autour de la nation, du partage, puisqu'on parlait de partage, et aussi, puisque Ahmed parlait de la fermeture, il le disait beaucoup mieux que moi évidemment, hein, il disait quelque chose de ce pays fermé. Moi je le dis très explicitement aussi, différemment, dont je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi. Je pense que le pays, l'Algérie est fermée, notamment à cause d'un problème de langue. Et est-ce que vous allez en Algérie? Très rarement. Mais là, pas pour la langue. Enfin, ouais. Oui, j'y vais rarement. Oui, il y a dans les deux textes, dans le texte de Brahim sur le père, je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi, il y a des pages sur la langue algérienne qui sont absolument indispensables à lire, hein, qui sont de compréhension totale de la... Enfin, si je puis me permettre, mais qui sont vraiment très intéressantes à lire. Et dans les deux cas, je vais vous laisser la parole tout de suite après, mais je voulais quand même dire que tous les deux, vous parlez de la langue arabe, et chaque fois que vous évoquez un problème de langue, vous parlez de votre père. Et ça n'est pas en relation avec la mère, c'est toujours en relation avec le père. Oui, parce qu'il s'est contenté de garder cette langue-là, parce que sur les chantiers, ils parlaient entre eux, les hommes. Moi, j'ai pas de rapport avec la langue arabe, pour la bonne raison, c'est que donc on est arrivé là, on a grandi, et en étant 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est devenu dominant. Et le fait que ma mère parlait français, moi en fait j'ai commencé à parler le patois dauphinois plus que l'arabe. Et j'ai un copain là, qui est à Girani, qui est comédien et qui parle l'alsacien avec l'accent arabe. Il a l'accent, c'est extraordinaire hein, quand il fait. Alors j'ai une crise de colère en arabe, ça doit faire. Et lui il le fait en alsacien. Donc lui il a intégré l'alsacien, Ali. Nous moi je parlais, je savais converser avec des paysans en patois dauphinois donc. Et en fait, la langue qui s'est imposée, c'est la langue française. Et la dernière fois que j'ai prononcé un mot en arabe, c'est dire monsieur, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous acheter un macroud? Voilà, donc, voilà. Il m'a donné le macroud, parce que ça s'appelle comme ça. Mais je suis allé à la pizzeria l'avant-hier soir, j'ai demandé une pizza, donc c'est la langue locale qui l'impose. Donc, c'est pas quelque chose qui me préoccupe plus que ça, parce que je sais, par contre, si je dois aller en Algérie un jour, où je ne suis pas allé depuis 50 ans, peut-être qu'il y a des mots qui vont me revenir, comme le sel, le poivre, le pain, mais on ne fait pas une conversation avec ça. C'est pas, donc si j'avais à converser ici en arabe, je ne pourrais pas.
un traducteur. Ça veut dire que chez vous, en tout cas quand vous êtes arrivé sur le territoire français, parce que vous êtes né ici, c'est ça, et que du coup la langue étrangère n'existait pas, ne se parlait pas chez vous. La langue arabe ne se parlait pas. Non, absolument pas. L'arabe n'existe. Moi, j'ai grandi en Algérie, et l'arabe en Algérie a une place très problématique. Encore une fois, c'est la langue des médias et de l'administration. Oui, c'est ça. C'est une langue qui a été imposée. Enfin, imposée. Une décision politique, quand même. Oui, et dans le même temps, il y a une identité arabe qui est là. Donc c'est pas que politique, c'est aussi historique. Les Arabes vivent au Maghreb depuis donc le 7e siècle ou le 8e siècle. Donc oui, c'est la langue des médias et de l'administration. À la maison, j'appelle ça l'algérien, qui est donc constitué d'une bonne partie de français. Enfin, selon les milieux sociaux, c'est pas la même portion de français, le même pourcentage. Et puis de l'arabe plus ou moins adapté localement. Mais l'arabe dit littéraire, c'est les médias, l'administration, et puis la littérature évidemment, même s'il y a une littérature de plus en plus locale. Je crois que l'auteur de l'immeuble Yacoubian, je crois qu'il écrit en égyptien, j'ai un doute. Oui, il écrit en égyptien, voilà. Il y a un prix Nobel égyptien en 1981. Oui, alors à la différence, Naguib Mahfouz, en revanche, il écrivait en arabe, ça c'est sûr, en arabe littéraire. Oui. Mais je pense que l'auteur de l'immeuble Yacoubian écrit en égyptien, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. L'égyptien, donc c'est local, hein, c'est l'arabe localisé, c'est l'arabe, oui, dialectal, oui, exactement. Et c'est ce que j'appelle, moi, l'algérien pour l'Algérie, voilà. Mais pour moi, c'est pas l'arabe. L'algérien, c'est une chose, l'arabe, c'est autre chose. Oui, alors mes parents n'ont pas le même rapport à la... Mes parents n'ont pas vraiment la même langue. Enfin, et on se retrouve en effet dans ce dialecte, dans l'algérien. Mon père est beaucoup plus francophone que ma mère, simplement parce qu'il a étudié. Ma mère n'a jamais étudié. Et puis mon père a toute sa famille en France, ce qui n'est pas le cas de ma mère. Et donc déjà, on passe selon l'interlocuteur, on passe d'une langue à une autre. Et ces langues cohabitent, tant qu'on ne sort pas de l'Algérie, ces langues cohabitent plus ou moins. Hein. En revanche, le problème pour moi, c'est de communiquer avec les autres pays dits arabes. Je parle du Liban, je parle de l'Égypte, je parle du Maroc, je parle de la Tunisie, je parle de la Syrie. Et là, c'est là que ça devient problématique, alors qu'a priori, il devrait y avoir un socle commun, mais ce socle commun, il est très très faible. L'inscription dans une histoire familiale, historique aussi, il y a l'inscription dans une famille, au milieu d'une fratrie. On n'a pas tellement abordé la question de la fratrie. Nombreux enfants, et vous n'êtes pas forcément situés tous les deux au même endroit de la fratrie. Comment est-ce que, dans ce contexte-là, on arrive aussi à se construire en tant qu'individu quand on est le dernier, je crois, de la fratrie, comme toi, Brahim, ou quand on est plutôt vers les aînés Moi, je me suis retrouvé dans les aînés par obligation ou par héritage. Parce que, et c'est ce qui a déterminé ma vie, en fait, tout simplement. C'est parce que ma mère avait perdu un garçon, donc habitant en Algérie, un garçon qui était mort donc, de la rougeole, d'une maladie qui ne se soignait pas, comme les enfants mouraient, c'était comme ça le destin. Et elle a eu après une petite fille qui est décédée à l'âge de 3 ans et demi, alors qu'elle était enceinte donc, de moi. Donc cette sœur est décédée au mois d'octobre, et moi je suis né au mois de janvier. Donc en fait, c'est ce qui a déterminé
ma mère d'abord se disant, parce qu'elle m'a raconté après, tous mes enfants ne vont pas mourir. Donc il se passe ce temps de l'arrivée de la naissance, à tel point que donc, du coup j'ai écrit un livre qui parle un petit peu de ça, parce que c'est quand même le nœud central de ma vie. Et moi je suis né le 12 janvier, donc officiellement sur ma carte d'identité, et le 12 janvier c'est le nouvel an chez les Kabyles et en Algérie, c'est un jour de fête. Et ma naissance a toujours été rapportée par ma mère comme un jour de fête. Tu es né, il y avait des gâteaux, il y avait des amandes, il y avait tout ça. Et donc, quand je me suis mis et cette gamine, donc le garçon était mort de la maladie, donc comme ça, et la fille, ma mère me dit, elle jouait dehors, puis elle est rentrée, elle avait un peu mal à la jambe, et puis à 10h, le lendemain matin, elle était morte. Je ne sais pas pourquoi. Donc, et quand 60 ans après, ça se passait un peu comme dans l'histoire du livre d'avant, j'étais chez elle, et puis elle me raconte ça, et puis évidemment, je connaissais ce décès, mais là, je suis allé chercher le livret de famille, puis j'ai regardé, et c'est là où j'ai fait ce rapport entre le mois d'octobre et le mois de janvier. Ma naissance, je dis, mais ça devait être terrible, cette fille qu'elle a eue là. Et ce qui fait que, ne voulant pas voir mourir ses enfants, elle le tend parce que ça ne devait pas être simple de trouver de l'argent pour prendre un bateau en plus, ni de trouver un endroit pour arriver. Donc il se passe ces 6 mois à peu près. Et puis donc je dis, je me suis retrouvé dans les aînés, enfin le second en fait, parce qu'il y avait un autre survivant, mais ma vie a été déterminée par la mort de cette sœur. Et quand j'ai eu ce truc là sous les yeux, le carnet, le livret de famille, donc j'ai eu l'idée d'écrire un texte et je voulais appeler ça À l'ombre du jasmin. Et donc je suis allé chez un horticulteur, je dis voilà ce que le jasmin, à quelle hauteur ça pousse. Alors il me dit ça peut aller à 3 mètres. Je dis ok, donc on peut faire de l'ombre. Donc j'ai acheté un jasmin d'hiver que j'ai planté et donc qui est chez moi. Et après j'ai planté un jasmin d'été qui est là aussi. Et donc je retrouve ma sœur tous les jours dans mon jardin. Et parce que sans ce départ, sans cette mort, éventuellement je ne serais pas là, et je pense que surtout je n'aurais jamais écrit, et l'histoire de la langue et toutes ces choses-là, je ne sais pas si on se les poserait. Et pour répondre par rapport au pourquoi cette petite est décédée, donc je me suis rendu compte que dans cette année-là de 1951, il y avait à peu près 300 ou 400 personnes qui étaient mortes en Algérie piquées par un scorpion. Et en Algérie, il y a des serpents. Voilà. Et donc, en fait, je pense tout simplement, elle jouait dehors, on était début octobre, donc il devait faire beau. Elle s'est fait piquer à la jambe, et puis voilà. Mais c'est extraordinaire, parce qu'une mère, donc je reviens à l'histoire de la mère, qui plus de 60 ans après, dit je ne sais pas de quoi elle est morte, c'est quand même extraordinaire. Et c'est là où je reviens avec l'histoire du calque de mes propres enfants, en disant mais est-ce que moi je pourrais vivre 50 ans ou 60 ans en disant mais pourquoi elle n'est plus là. Voilà. Donc la fratrie, et ce qui fait que c'est comme ça, les choses sont comme ça. Moi j'ai un rapport privilégié avec ma mère, et mes frères me considèrent comme leur aîné tout le temps. Dès qu'un frère ou une sœur avait besoin d'argent ou de quelque chose, ils venaient me voir moi. C'est toujours, ils avaient besoin. J'avais un frère qui est plus jeune que moi, qui est né 2 ans après, et qui à l'époque n'avait pas de papier pour aller en Algérie. Il venait prendre mes propres papiers pour aller en Algérie. Et un jour, il s'est fait, parce qu'il organisait des concerts, donc il allait voir. À l'époque, il y avait les chanteurs Nassel Riwan qui étaient au Maroc, donc. Et donc un jour, il se fait gauler par un policier à Oran avec mes papiers. Et donc il arrête, il dit ah, c'est une Caloise, viens au commissariat. Ça. Et en fait, c'était un cousin. Donc mes frères ont beaucoup bénéficié. J'ai un autre frère qui a utilisé mes papiers pour aller en Italie. Donc j'aurais pu me retrouver en prison parce qu'ils auraient traficoté du cannabis ou je sais pas quoi. Ou, voilà. Donc je me suis retrouvé effectivement l'aîné de la famille un peu par ce fait-là. Hein, et ma vie, effectivement, a totalement changé. Et quand arrive le 12 janvier, alors ça ne me pose pas un problème, j'accepte ce 12 janvier, c'est pas grave. Mais je peux être né, effectivement, 10 jours avant, 15 jours avant, 3 mois. Mais ça, c'est en écrivant que je me suis rendu compte de ça. J'aimerais bien commenter d'abord ce que Ahmed vient de dire, parce que je trouve ça fascinant, encore une fois, le rapport à la famille, puisque c'est le terrain c'est notre terrain commun quelque part, et puis le rapport à l'écriture aussi, comment cette matière-là devient écriture. Et je pensais à Annie Ernaux, qui a aussi
perdu sa sœur. En revanche, on voit le rapport qu'elle a. C'est fascinant de voir comment une personne s'empare d'une histoire et comment chacun transforme dans l'écriture, chacun à sa façon, le rapport d'Annie Ernaux n'est absolument pas aussi détendu que celui-là. Je trouve ça fascinant sur le plan de la création. Et je pense que ça dit aussi, au-delà de la création, je pense que ça dit quelque chose sur nos personnalités respectives, ce qui rend la chose encore plus fascinante, probablement. Mon rapport à moi, à la fratrie, très problématique, je crois. En tout cas, je le vis de cette façon-là, ou je l'ai vécu de cette façon-là jusque-là. Moi, je suis le dernier, 7 enfants, donc je suis le 7e. Ma mère m'a eu tard. J'écris dans Je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi. Mes parents étaient déjà vieux à ma naissance. Ma mère avait 40 ans, mon père 48 ans. Enfin, je dis vieux, c'est bientôt mon âge, 40 ans, mais quand même. Moi, j'ai pas d'enfant et quand j'ai eu 10 ans, donc mon père avait 58 ans. C'est beaucoup, je trouve. On le prenait pour mon grand-père, et donc j'ai grandi dans cette perception-là, je dirais pas traumatisante, mais il y a quelque chose de flou par rapport à l'image des parents et par rapport à ce que je voyais chez mes camarades de classe. Donc oui, pardon, ça c'est les parents. C'était pas la question, c'était le rapport aux frères. Mais en fait, du coup, ça crée le décalage. Il est partout, du coup. Mon frère qui est juste au-dessus de moi, donc il y a une différence de 6 ans. Et là, pareil. Quand moi j'avais 10 et 16 ans, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est pas du tout la même problématique. On peut pas jouer ensemble, on peut rien faire ensemble. Donc, et je vous parle pas de ma sœur aînée, donc qui aujourd'hui a un enfant avec lequel je m'entends très très bien. Là, pour le coup, il y a eu tout le décalage qu'il y avait avec mes frères et sœurs. C'est résorbé au moment de la naissance de mes premiers neveux et nièces. Enfin, c'est résorbé en réalité, non. Disons que je vis plus avec mes neveux et nièces qu'avec mes frères et sœurs. En réalité, cette configuration que je trouve très problématique est toujours là. Bon, aujourd'hui, c'est bien parce que ça m'offre j'arrive encore une fois à transcender ça par l'écriture, mais j'ai vécu ça de façon très problématique pendant pas mal d'années. Dans les deux textes, là, votre fratrie n'apparaît pratiquement pas, mais vous êtes en train de préparer, ou c'est pour janvier, je crois. Oui, ça sort en janvier, c'est sûr, justement, cette admiration-là, c'est 2 frères. Je pars de la structure de la flûte enchantée, et j'imagine, donc, pour ceux qui connaissent cette œuvre, j'imagine les deux personnages masculins, donc Papageno et Tamino, je les imagine frères, je transpose ça dans un contexte qui m'est familier, donc plus contemporain, et j'essaie de parler à partir de Papageno et de dire l'admiration qu'il a devant ce frère beau comme un dieu et qui réussit tout ce qu'il touche, alors que lui, il est un peu rond, il est un peu gauche, voilà, il se trouve pas aussi fascinant que son frère. Donc je parle de cette distance-là, et au-delà de la distance, c'est le cas de mes 3 textes, c'est comment se construire et que faire avec cet acquis. À la limite, ça c'est un fait, on peut pas revenir dessus, c'est comme ça, mais quoi faire avec cet acquis et comment donner du sens quelque part. Pour vous, c'est pareil, votre fratrie apparaît, mais de façon assez allusive, en fait, elle n'est jamais trop travaillée. Est-ce que vous avez des projets plus précis? Non, c'est pas parce que lorsque l'éditrice avait lu Avec tes mains, donc le premier qui est devenu un premier livre, il y a des passages où on parle des cités dans les années 80, et l'éditrice m'a dit ce serait bien qu'on parle de tes frères des cités. Je dis non, je fais un livre moi, j'ai 12 frères et sœurs, ou 13, dans les survivants en tout cas 10. C'est pas un livre sur mes frères, que mes frères soient tatoués, fassent du canoë ou autre chose, c'est pas le but. Ils ont d'autres choses pour s'exprimer, et donc j'ai toujours refusé. Ça regarde pas les gens. Mes frères, ils font ce qu'ils veulent, ils ont leur vie, je vais pas raconter leur vie, ça n'a aucun. On n'est pas chez
j'ai Christine Angot non plus. Donc, et donc j'ai dit à l'éditrice, non, lorsque j'écrirai, éventuellement, je ne savais pas que j'allais écrire ce texte à l'ombre du jasmin, qui allait parler un peu plus de moi. Je dis, éventuellement, je parlerai de moi, mais mes frères, non, ils sont là, évidemment. Et j'aurais pu faire des chapitres avec tous mes frères et sœurs, mais ça ne présente pas beaucoup d'intérêt pour les autres. Donc, je ne vais pas dévoiler des secrets. Est-ce que chacun à votre manière vous catalogueriez comme écrivain engagé? On m'a posé ces questions il y a 3 semaines et j'ai dit non, comme c'est ce que je dis en tout cas, écrivain engagé, c'est engagé, c'est quand on est au Pakistan, en Afghanistan ou en Égypte. Écrivain engagé, c'est ça. Bon, moi personnellement j'écris des choses sur certains thèmes, c'est de l'information, c'est pas un engagement. Quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui milite. Hier soir, j'ai croisé quelqu'un qui s'occupait de migrants et tout, c'est-à-dire qui fait ça tous les jours. Moi, j'écris mon petit texte, il devient un livre ou pas, mais pour moi, c'est pas ça, engagé, c'est juste informer des gens, c'est pas... Alors moi, ça me viendrait pas forcément à l'idée de me cataloguer moi-même. En revanche, si on devait m'accoler cette appellation, je l'accepterais, ouais. Ça me fait penser que, effectivement, le dernier mot de votre texte sur votre mère, sur votre père, c'est lutter. Pardon, je vais essayer de retrouver, c'est pas très long. Retrouver. J'ai compris. Non, c'est avec votre père. J'ai compris quand, il y a quelques années, place Saint-Georges, quand je suis restée admirative de Pierre, qui avait jeté un drac du Front National à la figure de la personne qui le distribuait. Donc, il y a quelques années, j'ignorais comment agir. Aujourd'hui, je le sais par l'écriture. Oui, vous avez raison. J'ai oublié que je l'avais écrit aussi explicitement. Et oui, c'est une forme d'engagement. Oui. Et comment est-ce que vous réalisez ce projet-là dans ce livre, par exemple? Dans ce livre, vous agissez par l'écriture avec ce livre-là? Oui, par les rencontres et par tout ce que ça peut susciter. La publication, c'est en tout cas, moi j'ai eu cette chance-là. Les médias certains médias se sont intéressés à mes 2 textes, et donc avoir accès aux médias, c'est avoir accès à un public éventuel et en tout cas faire entendre sa voix et faire entendre. Et derrière une voix, il y a un ensemble de valeurs et d'idées et de visions du monde dans lequel j'ai envie de vivre, et donc c'est ça. L'écriture, c'est le partage, mais au-delà des médias, en fait, ce qu'on est en train de faire là actuellement, c'est aussi on échange autour de certains thèmes, et c'est une forme d'engagement, et c'est une forme de on est en train quelque part de construire quelque chose ensemble. En tout cas, on essaie de s'entendre. On essaie d'échanger 2-3 paroles et on construit ensemble si on partage vraiment les mêmes idées, la même vision du monde. Et si en plus on a la chance d'accéder aux médias, c'est super. Et les ventes, c'est ça aussi. Un livre, c'est une diffusion, c'est des lecteurs, et donc c'est des gens qui nous écoutent. L'engagement, c'est ça, et ça crée quelque chose, et il y a les ateliers d'écriture et tout ce qui se passe, que ce soit dans des lycées, collèges ou dans des centres de détention, et ça sert à ça, ça crée des liens, ça diffuse dans tous les sens d'ailleurs, hein. C'est pas forcément que de l'auteur au lecteur, hein. Moi j'ai animé un atelier d'écriture pour la première fois dans un centre de détention, celui du coin en l'occurrence, sur l'invitation de Florence, et j'ai appris énormément d'eux. Donc ils m'ont transmis aussi quelque chose, ils m'ont donné quelque chose, et j'ai appris d'eux. Ça sert à ça. C'est aussi ça un livre, c'est l'échange derrière. Et pour reformuler la question avec un autre mot dedans, et pourquoi est-ce que vous publiez? Pour être connu.
Pour que les gens m'aiment. Il y a toute une liste que j'ai dressée dans un carnet pour que les gens m'aiment, pour être invité. Alors des fois les élèves me disent, monsieur, qu'est-ce que vous aimez dans le travail d'écrivain? Je dis le petit déjeuner à l'hôtel le matin. Et dans l'écriture, c'est ce que je préfère, c'est le petit déjeuner à l'hôtel le matin, parce qu'on est tranquille, on sait qu'on va pas faire la vaisselle, on demande du beurre, de la confiture, tout ce qu'on veut, et donc on mange tranquillement.